Aujourd'hui, je vous parle d'un domaine un peu moins connu des bidouilleurs, la transmission par fibre optique. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Bien, je vous donne en musique le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, salut! Durant ma session live sur YouTube, j'ai proposé aux bidouilleurs qui étaient présents de faire un survol sur les technologies de transmission par fibre optique et la fibre optique elle-même, bien sûr. Un petit survol technique, puisque c'est le domaine dans lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Et donc, la réponse des bidouilleurs semblait très bonne dans la zone de clavardage. J'ai donc décidé de prendre une présentation que j'avais déjà donnée à un club de radioamateurs local il y a quelques années, de la traduire, puisque c'était une présentation en anglais, et de vous l'offrir. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'information contenue dans cette présentation, puisque c'est un domaine pour lequel la plupart des bidouilleurs n'ont pas vraiment d'idée comment ça fonctionne. C'est vraiment un domaine caché, puisque la plupart des équipements sont dans ce qu'on appelle des centraux téléphoniques ou des centrales de données, des lieux où le commun des mortels n'a pas accès. Donc, je fais une petite présentation sur la face cachée de la fibre optique, pas celle entre vos composants électroniques multimédia, mais bien celle qui transporte votre voix, vos données à travers le monde. Alors allons-y avec ce survol de la fibre optique, les technologies de fibre optique. Évidemment, quand je parle de fibre optique ici, je ne touche pas la fibre qui relie vos composants audiovisuels à l'arrière. Je parle ici des systèmes de fibre optique et de la fibre elle-même qui est sous terre, sous mer, sous les océans, accrochée sur les différents poteaux pour transporter l'information, voix, données et ainsi de suite sur de courtes ou sur de très très longues distances. Okay? Alors c'est un petit survol, je pourrais en parler pendant des heures, il y a énormément de choses à dire, mais on va s'en tenir à l'essentiel ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va couvrir d'ailleurs? Pourquoi la fibre optique? Pourquoi utiliser la fibre optique? Ou dans le spectre de lumière, la fibre optique utilise de la lumière et ou dans le spectre. La physique de la fibre, on va regarder ça aussi. On va regarder les dégradations de la transmission dans la fibre. On va regarder l'épissage, donc le joint d'une fibre optique, ainsi que les connecteurs. On va aussi regarder l'émission, la modulation et la réception du signal optique. Et on va finalement regarder ce que ça a l'air, différents systèmes de communication, les topologies, la portée de systèmes typiques, etc. D'accord? Alors, on se lance tout de suite. Pourquoi la fibre optique? Bien sûr, parce que l'atténuation de la fibre optique, comparativement au cuivre, par exemple, est extrêmement faible, surtout la fibre moderne. On a une bande passante qui est pratiquement infinie, en tout cas très très grande comparée au cuivre. Il n'y a pas d'interférence électromagnétique, c'est un autre avantage de la fibre optique. Ensuite, la fibre optique va, pour la grande majorité, à moins que ce soit une catastrophe absolument épouvantable, va résister à des feux et va évidemment résister à des courts-circuits puisque ça n'existe pas dans la fibre optique. La fibre optique offre aussi une sécurité accrue contre l'espionnage, entre autres. Il est possible d'espionner une fibre optique, mais c'est pas mal plus compliqué. D'accord? Et l'autre avantage aussi, c'est que les composants utilisés sont très petits. La fibre optique a cet avantage que tout est miniaturisé. D'accord? Alors ça, c'est les principales raisons pourquoi on utilise la fibre optique aujourd'hui. Alors, où on joue? Dans quelle longueur d'onde? Eh bien, évidemment, on joue dans l'infrarouge, donc lumière qui n'est pas visible à l'œil. Et ça, ça constitue un risque. Donc, en regardant une fibre optique, on ne sait pas s'il y a de la lumière qui passe dedans ou pas. Il existe des lunettes pour se protéger, des lunettes exprès pour l'infrarouge et pour ceux qui manipulent la fibre optique. Mais bien sûr, la plupart du temps, on manipule la fibre optique lorsqu'elle n'est pas connectée. D'accord? Alors, on dit que ça se situe dans l'infrarouge. Donc, c'est, si vous voulez,
En bas, au niveau des fréquences, plus bas que la lumière visible. Évidemment, les ultraviolets sont au-dessus et les rayons X encore plus au-dessus. Donc, les infrarouges sont sur la limite. Après ça, on parle des micro-ondes, des ondes millimétriques, évidemment, là, des ondes radio, que l'œil ne voit pas, évidemment, non plus. Alors, dans le spectre d'infrarouge, on aura 3 zones d'intérêt. C'est la zone du 850 nanomètres qu'on utilise de moins en moins, mais c'est habituellement utilisé pour de très courtes distances. Il y a la zone du 1300-1310 nanomètres qui est utilisée pour des distances un peu plus grandes. Et on viendra aussi monomode et multimode. Il y a différents types de fibres utilisées sur différentes longueurs d'onde. Et finalement, celle qui est la plus privilégiée pour les plus grandes distances de nos jours, c'est la zone de 1550 nanomètres. C'est là vraiment qu'on se tient pour les systèmes de plus longue distance. D'accord? Alors ça, c'est là où on va jouer. Maintenant, la structure de la fibre optique, on peut regarder rapidement pourquoi la fibre optique transmet la lumière. D'abord, la fibre optique est composée de 2 matériaux principaux, là. Celle dont on va parler aujourd'hui le plus, c'est du verre, et c'est du verre de très haute pureté, ou ça peut être du plastique aussi pour des courtes distances. Par exemple, on mentionnait relier 2 composants électroniques audiovisuels. Okay? Alors, c'est pour des liens très courts évidemment, le plastique. Alors, pourquoi la fibre optique transporte la lumière et la conserve sur la distance? C'est bien sûr des phénomènes physiques, on va voir ça un petit peu après, mais essentiellement, on a des indices de réfraction qui sont différents à l'intérieur de la fibre et à l'extérieur. Il y a donc 2 zones, une dont l'indice de réfraction est un petit peu plus élevé, donc on parlera d'environ 1,5, 1,5, et l'extérieur aura un indice de réfraction un petit peu plus faible, pas beaucoup, mais juste assez, de 1,48 par exemple. D'accord? Alors ça, c'est pour cela que la lumière reste dans la fibre optique. Pourquoi? Bien, regardez ce qui se produit lorsque vous plongez un crayon dans un verre rempli d'eau. On verra une réfraction, c'est-à-dire que le crayon, lorsque vu du haut, vu du dessus, aura l'apparence qu'il est plié. Bon, c'est ce même phénomène ici qui est utilisé pour maintenir la lumière à l'intérieur de la fibre. On va voir dans les acétates suivantes. Essentiellement, la lumière réfléchit comme un miroir parce que l'indice de réfraction externe est plus faible que l'indice interne. D'accord? Certains ont peut-être déjà vu dans une piscine, si vous vous plongez complètement dans une piscine, incluant la tête, et que vous regardez la surface de l'eau avec un angle, par exemple, juste plongé sous l'eau, vous allez probablement avoir l'impression que l'eau, la surface de l'eau, lorsque vous êtes dans l'eau, ressemble à un miroir. Bien, c'était exactement ce phénomène-là qu'on voit ici avec la fibre optique. D'accord? Alors, c'est une fabrication qui fait que les indices de réfraction sont légèrement différents, donc plus faibles à l'extérieur. OK, alors, il y a 2 types de fibre optique, ou 2 types de fabrication de fibre optique. Il y a une fabrication où l'indice de réfraction fait carrément un saut, d'accord? Où là, vraiment, on va avoir une couche, où donc le centre de la fibre optique va être fabriqué avec 1,5 et l'extérieur, une deuxième couche sera appliquée par-dessus une couche de verre avec un indice de réfraction un petit peu plus bas. Bon, alors c'est plus facile à fabriquer comme ça, évidemment. Malheureusement, cette fibre aura beaucoup de ce qu'on appelle la dispersion. J'y reviendrai tantôt, ce que c'est la dispersion. Donc, ça sera très élevé. Et ce sera aussi une fibre qui aura passablement d'atténuation pour une foule de raisons physiques. Donc, ce n'est pas la meilleure fibre pour faire les très longues distances, mais elle est peu coûteuse à fabriquer. D'accord? On dit à index en saut, step index, donc fibre avec un index de réfraction, un indice de réfraction qui fait un saut. D'accord? Alors, l'autre fibre optique, celle qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui, moindrement sur des longues distances, c'est une fibre où l'indice de réfraction va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, mais de façon graduelle. On n'aura donc pas un saut.
Ici, on semble montrer un saut, mais c'est à peu près impossible à illustrer. Alors, il faut comprendre que l'indice de réfraction va graduellement diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Ce qui donnera vraiment une bien meilleure performance au niveau de la propagation, ce qui contiendra beaucoup plus à l'intérieur, au centre, le faisceau lumineux, ce qui aura beaucoup d'avantages, entre autres, sur la dispersion. D'accord? Alors ça, c'est le deuxième type à indice à gradient, donc dégradé, en allant vers l'extérieur à partir du centre. D'accord? Cette fibre-là aura une bien meilleure dispersion, donc la lumière va moins se disperser au fur et à mesure qu'on se propage dans la fibre, et on aura une atténuation beaucoup plus faible aussi. D'accord? Alors ça, c'est les deux avantages. On aura des réflexions qui vont être, au lieu d'être une réflexion dure, si je peux me permettre de dire, donc vraiment pointue comme un triangle, on aura une réflexion qui va être graduelle, donc arrondie, ce qui aidera beaucoup à diminuer les différents chemins que la lumière prend, donc va diminuer simplement la dispersion, donc certaines parties de la lumière vont arriver avant l'autre. Alors ce phénomène-là qu'on appelle la dispersion va être diminué, étant donné que l'indice de réfraction est dégradé. D'accord? Alors, maintenant, on a vu de la fibre multimode, dont le cœur est à peu près la moitié du diamètre, disons le tiers de l'enveloppe extérieure. Maintenant, ça, c'est une fibre qu'on appelle fibre multimode. Pourquoi multimode? Tout simplement parce qu'il y a différents modes de propagation à l'intérieur. Là, on rentre dans des considérations physiques de propagation d'ondes électromagnétiques. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut comprendre qu'on veut favoriser que la lumière se propage essentiellement dans un seul mode pour qu'elle arrive à l'autre bout à peu près tout en même temps, plutôt que d'être dispersée, qu'il y ait plusieurs chemins que la lumière prend dans la fibre, et donc va causer un étalement de la lumière. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique une fibre dont le cœur est extrêmement petit par rapport au diamètre total de la fibre. On parle ici de 10 micromètres, par exemple, pour l'intérieur de la fibre, par rapport à, par exemple, ça peut être 100 micromètres et plus pour le diamètre total, 100-150 micromètres. D'accord? Donc, on parle d'une fibre monomode et non pas multimode. Je peux vous en montrer de la fibre monomode. On ne voit pas très bien ici. Je peux la mettre très, très près. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, on le voit un petit peu. Vous voyez des reflets, là. Je vais vous le montrer beaucoup mieux avec une autre prise de vue. Mais essentiellement, cette fibre-là, c'est de la fibre monomode. C'est plus petit qu'un cheveu et c'est très flexible. Vous le voyez, je peux la plier comme je plierais une fibre en plastique. D'accord? Il y a un minimum de rayon de courbure, par contre, que je ne dois pas dépasser, sinon je vais l'endommager. D'accord? Mais c'est quand même assez petit comme rayon de courbure minimum. Alors ça, c'est la fibre optique. On fait bien attention, c'est du verre. On peut se piquer et se blesser et insérer même un morceau de verre dans sa peau, ce qui peut être dangereux. Ça peut se promener dans les vaisseaux sanguins et même se rendre au cœur. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on fait bien attention lorsqu'on manipule de la fibre optique. En verre, on fait bien attention que les petits bouts qu'on coupe, on les jette dans un pot spécialement préparé à cette fin. On ne les laisse jamais traîner. D'accord? OK, alors ça, c'est la fibre optique monomode. Alors, presque pas de dispersion. On parle de picosecondes par nanomètre kilomètre. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est très peu. Et l'atténuation de 0,2 décibels par kilomètre, et même mieux. Imaginez 0,2 décibels par kilomètre. Pensez à 1 kilomètre de fibre optique et vous n'aurez qu'une atténuation de 0,2 décibels. Ce n'est vraiment pas beaucoup. On parle de fibres très, très pures. D'accord? Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transporter beaucoup d'informations sur la fibre optique? D'accord? Eh bien, on va multiplexer, donc on va aligner plusieurs longueurs d'onde dans la fibre optique. Mais il y a des zones il y a des longueurs d'onde pour lesquelles
la fibre optique est bien meilleure en atténuation et il y a des zones pour lesquelles la fibre optique est encore bien meilleure pour la dispersion. Alors, si vous regardez la courbe ici, où on a une expression de décibels par kilomètre, vous voyez bien qu'à 1300 nanomètres, et ce n'est pas un hasard, vous vous rappelez, j'avais dit 1300-1310 nanomètres était une zone qu'on utilisait, et 1500-1550, ce n'est pas un hasard, c'est que le verre, celui qu'on fabrique, a ces longueurs d'onde, à ces longueurs d'onde-là, une atténuation relativement faible. Et encore plus faible dans les 1500 nanomètres, d'accord? Alors, c'est pas pour rien. L'atténuation est bien meilleure. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra plusieurs longueurs d'onde, on fera du multiplexage de plusieurs signaux de longueurs d'onde différentes dans le spectre. On va l'utiliser le plus possible dans sa zone de basse atténuation. Et on a ce qu'on appelle WDM, qui est Wavelength Division Multiplexing, donc multiplexage par division de longueur d'onde. Okay? Ça, on n'en fait presque plus de celle-là. C'est beaucoup trop large comme spectre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est du multiplexage par division de longueur d'onde dense, DWDM, où on va mettre plus de 100 longueurs d'onde, plus de 100 spectres de longueurs d'onde différentes dans le spectre de 1500 ici nanomètres. Facilement, on va rentrer 100 signaux différents. Et chacun de ces signaux pourrait avoir, disons, 100 gigabits par seconde. D'accord? Donc, vous imaginez la bande passante disponible dans une seule fibre optique. Et chaque câble de fibre optique a des dizaines de fibres optiques. Donc, imaginez-vous combien d'informations on peut passer dans un câble de fibre optique. C'est énorme. D'accord? Même aujourd'hui. Alors, c'est comme ça qu'on fait passer beaucoup d'informations dans une seule fibre optique. Maintenant, je vous ai parlé de dispersion un petit peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est un étalement des impulsions lumineuses. Okay? Les impulsions s'étalent, sont causées par deux phénomènes. D'abord, par des différences de trajet. Je vous ai expliqué qu'il peut y avoir différents modes de propagation dans la fibre multimode, donc un peu ancien style. Alors, on aura des chemins, soit un chemin tout droit, un chemin zigzagué, un chemin de différents types de chemins, donc de propagation. Et donc, on arrivera à l'autre bout avec un spectre qui sera dispersé. On aura aussi, malheureusement, par le phénomène de dispersion, un contenu spectral, donc la lumière, qui va s'étendre, qui va se séparer, ce qu'on appellera une dispersion chromatique. Vous avez probablement tous vu la pochette de l'album de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, où on voit un prisme d'une lumière blanche qui rentre d'un côté et le spectre lumineux des différentes couleurs qui se séparent. Eh bien, ce phénomène se produit dans la fibre optique aussi, c'est ce qu'on appelle la dispersion chromatique. Et cette dispersion-là va naturellement faire qu'une partie de l'information va arriver avant l'autre. Alors, on regarde ça plus en détail. Voici l'effet de la dispersion en fonction de la distance dans une fibre optique. En assumant qu'on envoie, par exemple, une impulsion qui ici est un 0, dans le domaine du temps, ensuite on envoie un 1 et ensuite on revoit un 0. On a aussi le cas contraire, où on viendra d'un 1, on ira à un 0 et le bit suivant serait un 1, d'accord, et on retournerait un 0. On pourrait aussi avoir des 1 tout le temps ou des 0 tout le temps. Donc, ce qu'on appelle ici, c'est un masque d'œil. Évidemment, vous comprenez pourquoi on appelle ça un œil. Ça ressemble à un œil, on pourrait l'étirer un peu plus, ça ressemblerait encore plus. Alors, ce qu'on essaie de montrer ici, c'est qu'en fonction de la distance, les beaux bits bien formés vont se détériorer. Il y aura modification de la forme du signal en fonction de la distance, où on a 20 km. Après 40 km, la dispersion aura un effet sur la qualité de l'impulsion reçue à l'autre bout. Et en 60, 80, ainsi de suite. Sans regarder, on a commencé à arrondir, là, ça commence à être plutôt pointu et ça commence à se détériorer de façon assez
sévère, à un point tel où si notre point de détection ici, après 240 km, si notre point de détection est exactement au centre, on va avoir des erreurs, puisque on aura parfois confusion entre des 0 et des 1, d'accord? Imaginez si on pose ça à 280 km, où là, ça va être carrément beaucoup d'erreurs. On ne sera plus capable de déterminer sans erreur si c'est un 0 ou si c'est un 1. Alors, ça, c'est l'effet de la dispersion. D'accord? Maintenant, je vous ai parlé de la dispersion modale. Bien sûr, lorsque la lumière va en ligne droite, lorsque la lumière se réfléchit avec un certain angle, lorsque l'angle est encore plus prononcé, vous devinerez que le chemin parcouru dans la fibre par la lumière sera de longueur variée en fonction de ces angles-là, en fonction des modes de propagation essentiellement. Et donc, on aura un étalement de l'impulsion lumineuse. Si elle est de cette largeur au début, eh bien, on aura une largeur plus grande à l'autre bout. C'est donc dire que la belle impulsion carrée qu'on voudrait envoyer va être vraiment plutôt longue et arrondie. Donc, on aura de la difficulté à discerner les impulsions clairement. C'est ce qu'on a vu sur la photo précédente. Maintenant, pour ce qui est de la dispersion chromatique, vraiment l'image de Dark Side of the Moon, on le voit bien ici, l'étalement des couleurs. Et même si on a une fibre monomode de très grande qualité, il n'y a aucun doute qu'il y aura étalement du spectre lumineux, même si notre laser fournissait une lumière dont le spectre était quand même assez pur et assez serré, on aura un étalement lumineux après quelques centaines de kilomètres. Pourquoi? Parce que la lumière contenue dans le laser n'est pas absolument parfaite à une seule longueur d'onde. Et les longueurs d'onde les plus longues voyagent plus rapidement que les longueurs d'onde plus courtes. Et donc, on aura forcément un étalement lumineux après quelques centaines de kilomètres. C'est ce qu'on appelle la dispersion chromatique et on va travailler là-dessus. D'accord? On diminue beaucoup la dispersion modale en utilisant de la fibre monomode, mais on n'éliminera pas la dispersion chromatique. D'accord? Bon, maintenant, il y a moyen de jouer avec la fabrication de la fibre optique pour optimiser l'endroit où la dispersion dans la fibre est à peu près zéro. Je n'entrerai pas dans les détails là, de fabrication physique, mais il y a deux types de dispersion qui composent la dispersion chromatique. C'est la dispersion du matériel et la dispersion de guide d'onde, d'accord? Qui est montrée en pointillé ici et qui a une pente un peu négative pour guide d'onde, et la dispersion de matériel qui a une pente positive. Alors, en fonction de la longueur d'onde, on aura une courbe dont donc la dispersion augmentera en fonction de la longueur d'onde, d'accord? Mais elle croise un point où la dispersion est zéro. Très intéressant. Naturellement, dans nos fibres optiques, on n'utilisera pas juste une longueur d'onde centrée sur le point où la dispersion de la fibre est de zéro. On gaspillerait de la fibre optique. Alors, on va évidemment s'étaler autour de ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réussir à annuler cette dispersion qui est positive. En passant, la dispersion, c'est des picosecondes par nanomètre kilomètre, ce qui veut dire que pour chaque kilomètre rajouté, on a un peu plus de dispersion. C'est donc un phénomène linéaire en fonction de la distance parcourue. Donc, on peut, de façon négative, venir annuler cette dispersion-là en utilisant une fibre spéciale, une fibre fabriquée qui a une pente négative en plus dans la dispersion, qui va venir compenser pour la pente légèrement positive ici. Alors, on fabrique une fibre à pente de dispersion chromatique négative. C'est une fibre qui coûte cher, qui a beaucoup plus de pertes, mais qui a heureusement une dispersion négative. Et on en mettra quelques dizaines de mètres de cette fibre-là. Okay? On va voir ça sur l'acétate suivant. Alors, on fabrique une fibre très spéciale et une fibre qui a une dispersion négative qui va venir compenser et donc qui va aplanir essentiellement la dispersion pour essayer de la minimiser le plus possible. D'accord? Sur la distance parcourue. Alors, ce qu'on va faire ici, dans cet acétate, c'est qu'on va refaçonner la pulsation optique. Alors, on a ici sur un système à un laser avec une impulsion très pure. On aura par exemple 120 km de fibre optique sur un lien.
On aura une amplification optique qui va redonner une amplification. Remarquez ici que l'impulsion est étroite, mais qu'elle commence à s'élargir au fur et à mesure qu'on parcourt notre chemin avec des amplifications optiques, un autre 120 km par exemple, et ainsi de suite, plusieurs liens de 120 km. Bon, après plusieurs liens de 120 km, notre impulsion se sera étalée de façon chromatique. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre de la compensation avec de la fibre négative de dispersion, donc de fibre de dispersion négative, je devrais dire, pour venir corriger la dispersion chromatique et réobtenir à nouveau la bonne largeur de pulsation. Notez bien que ce rouleau de fibres sera fabriqué sur mesure pour le lien complet, parce que ce qu'on fera, c'est qu'on étudiera ce lien, on regardera combien de dispersion ce lien a et on fera fabriquer un module de dispersion. Ce sera une boîte similaire, je vous dirais en grosseur, un volume à une boîte de chaussures, dans lequel il y aura juste assez de fibre optique, juste la bonne quantité pour venir compenser pour ce lien. C'est assez coûteux, mais ça fonctionne bien. C'est ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on a une compensation fixe. D'accord? Il y a moyen de le faire mathématiquement aussi, par précompensation électronique. Bon, alors, maintenant, lorsqu'on a plusieurs rouleaux de fibre optique, lorsqu'on a des liens de plusieurs centaines de kilomètres, on doit faire un épissage, donc un lien, une connexion de la fibre optique. Comment est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, la fibre optique s'expédie habituellement, on en a beaucoup en laboratoire, par rouleau de 30 km. Donc, si vous voulez, puis un rouleau de 30 km, c'est gros comme cela, à peu près, comme diamètre, et c'est à peu près épais comme ça. Alors, c'est pas plus gros que ça, 30 km de fibre optique. C'est de la fibre optique nue, comme ça, sans protection, sans gaine extérieure de protection. Mais il y a quand même 30 km de fibre sur un rouleau de cette grosseur-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rapprocher les deux bouts de fibre ensemble, très près, on va les toucher et on va faire passer un arc électrique. C'est exactement ce qu'on montre ici sur l'acétate, les deux bouts de fibre, arc électrique, et on va carrément fusionner le verre ensemble à cet endroit et ça va donner une épissure, donc une qualité, une épissure de très haute qualité, donc une bonne fusion ensemble, pratiquement zéro atténuation additionnelle. Donc ça, on fait beaucoup ça sur les systèmes, autant dans les réseaux à l'extérieur que même en laboratoire lorsqu'on veut connecter les différents appareils ensemble qui constituent par exemple un récepteur ou un émetteur. Alors, il y a aussi évidemment pour accommoder des liens dont l'atténuation est un peu plus tolérante, il y aura aussi de l'épissage mécanique. Ce sera donc évidemment, on approche les deux fibres ensemble, on les colle, on s'assure qu'elles sont bien polies, bien droites, on les colle ensemble et on les maintient ensemble avec une gaine de plastique rigide, donc carrément qui se clip ensemble. Et ça fera l'épissage, ça sera suffisant dans bien des cas. OK? Alors ça, c'est la façon de faire pour lier les fibres optiques ensemble. Maintenant, la connectorisation, je vous montre quelques-uns des connecteurs. Il y en a bien d'autres, mais les plus populaires, ceux en tout cas que moi je vois passer le plus souvent sur des systèmes de transmission à plus longue distance, sont la fibre ST, qui est en voie, le connecteur ST, qui est en voie de disparition, on voit de moins en moins. Le type SC, qui est très populaire, et son cousin, le SC-APC, qui veut dire angled, donc avec un angle. Autrement dit, la férule, donc le bout où la fibre optique se présente, au bout du connecteur, est sculptée avec un certain angle de, disons, 8 degrés. Et les deux auront le même angle, un angle complémentaire, et la réunion, lorsqu'on connecte ensemble, les deux connecteurs, fera une interface à angle. Et donc, il y aura moins de réflexion lumineuse due à l'interface, à cause de l'angle. Alors, c'est ce qu'on appelle SC-APC. D'accord? On le voit, le APC, dans différents types d'autres connecteurs. Lorsque vous verrez un connecteur vert, de fibre optique, un connecteur vert, ça veut généralement dire que c'est APC. Lorsque c'est bleu ou blanc, ce n'est pas APC, c'est une interface droite au bout de la fibre, tout simplement. D'accord? Alors, je vous ai dit SC.
Il y a SC double qui existe, où on aura l'émission et la réception ensemble, montés ensemble sur la même fibre. Et le plus populaire, en tout cas de mon aveu à moi, de mon propre aveu, celui qu'on se sert le plus souvent, c'est maintenant le LC, qui est beaucoup plus petit. Regardez la dimension du LC ici par rapport au SC. Alors, si vous avez une carte qui mesure, je ne sais pas moi, 30 mm d'épais, bien, vous pourrez mettre beaucoup plus de connecteurs LC que vous pourrez mettre de connecteurs SC. Alors, le LC est beaucoup plus populaire maintenant, aujourd'hui. Il y en a un qu'on voit qui est très bien, mais qu'on voit de moins en moins, c'est le FC. J'ai oublié de vous mentionner que le ST, ce qui est intéressant, c'est un peu comme un connecteur BNC. Il y a une baïonnette, donc vous entrez et vous tournez d'un quart de tour et le contact est fait. Les autres sont plus par détente, c'est-à-dire qu'il y a un petit levier que lorsque vous enclenchez, le petit levier relève, un peu à la façon d'un connecteur RJ45, un connecteur Ethernet là, de réseau ou un connecteur téléphonique modulaire. Okay? Alors ça, c'est juste pour vous donner une idée là, des différents types de connecteurs disponibles. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour émettre la lumière en question? Eh bien, vous l'aurez deviné, sur des courtes distances, on utilisera tout simplement des diodes électroluminescentes, des DEL ou LED en anglais, qu'on montre ici. Et ça sera généralement de basse puissance, donc quelques milliwatts, de portée très courte en général, peut-être 1 km au maximum. Le spectre lumineux sera très large, donc ce ne sera pas très pur. Ça sera généralement couplé à de la fibre multimode. Et ce sera bon pour les réseaux locaux, par exemple, WAN, LAN et ainsi de suite, les réseaux data. C'est peu cher. On utilisera des diodes électroluminescentes ou arsenure de gallium. Et bon, ça, c'est la façon simple et peu onéreuse, mais ça n'ira pas loin. Si vous voulez vraiment parcourir de longues distances, il faut y aller avec des lasers. Donc, beaucoup plus haute puissance. On peut parler de 10 milliwatts facilement pour un laser. Très pur. Donc, le spectre est très étroit. Syntonisable, évidemment. Donc, on peut changer la longueur d'onde. Sur commande, en envoyant une commande tout simplement au laser et il va syntoniser sa longueur d'onde. Toujours dans le même spectre, là, par exemple, du 1500 nanomètres. Il y aura une portée, une distance beaucoup plus grande. On peut faire 100, 120 km sans aucune régénération du signal, ni optique, ni électrique. On utilisera la fibre monomode, évidemment, et Fiber Pero et DFB, c'est des différentes technologies que je ne rentrerai pas dans les détails. On vous montre ici à droite un émetteur laser. Alors, pour vous montrer une idée des dimensions, en voici un, par exemple, que je tiens dans ma main, qui est très, très similaire à ce que vous voyez dans l'image, d'accord? Alors, on a le laser ici et tout le contrôle à l'arrière, d'accord? Et la fibre optique qui sort au bout ici, qui est une petite fibre qu'on a coupée très, très court, d'accord? Alors, ça, c'est vraiment pour vous donner une idée par rapport à ma main, vous voyez, là, ce n'est pas très grand, d'accord? Mais il se fait encore plus petit que ça aujourd'hui, ça date déjà de 5 ou 6 ans. Alors ça, c'est ce qu'on voit communément aujourd'hui pour des plus grandes distances, le laser évidemment. Au niveau de la modulation, alors le laser, ça c'est simple, on peut carrément faire une modulation directe, c'est-à-dire qu'on va allumer et éteindre le laser. Donc c'est un laser un peu comme du code Morse, d'accord? Tout simplement pour envoyer des 1 et des 0 sur la fibre optique. Alors ça va bien jusqu'à environ 10 gigabits par seconde. Ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, n'est plus très, très rapide. Par contre, l'allumage et l'extinction causent des problèmes de stabilité. Le laser va produire une légère variation de sa longueur d'onde lorsqu'on l'allume et on l'éteint. Donc, on produit des interférences lumineuses sur la fibre qui vont venir nuire définitivement à la détection à l'autre bout de la fibre. D'accord? Donc, c'est un peu limité le mode direct. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un modulateur externe. Le laser va vraiment être allumé en permanence à sa longueur d'onde. Et on va utiliser un modulateur qu'on appelle communément un Mach Zehnder, qui sont les inventeurs là, du modulateur, je crois, ou en tout cas du phénomène.
ici de modulation et la façon aussi de l'appeler, c'est un interféromètre optique. D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est que, on le voit bien sur le dessin ici à droite, essentiellement, on vient appliquer un champ électrique, donc du signal RF, radiofréquence, sur des plaques. Et la fibre ici est spéciale, elle fera glisser la phase du signal optique. Ici, on applique un signal, par exemple, à tension positive et ici à tension négative sur l'autre côté. Alors, une lumière qui rentre, qu'on divise en deux également, aura un glissement de phase, tout simplement. Et on fera un glissement de 90 degrés de phase sur une branche et moins 90 sur l'autre, ce qui nous donnera un glissement de 180 degrés de déphasage lorsque les deux signaux se recombinent. Et on aura zéro lumière, donc pas de lumière à la sortie lorsqu'il y a déphasage total. Et lorsqu'il n'y a pas de déphasage, on aura une reconstruction du signal ici et donc une sortie lumineuse. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui pour moduler. C'est la façon la plus courante pour moduler le signal optique sur des fibres optiques de longue distance. D'accord? Bon, maintenant, comment on reçoit à l'autre bout? Bien, avec un photodétecteur, tout simplement. Il y a différents types de photodétecteurs disponibles. Il y aura des photodiodes, tout simplement, à semi-conducteurs, qui sont pour des vitesses plus lentes, un peu le pendant de la diode électroluminescente pour l'émetteur. On utilisera des diodes PIN, P-I-N, donc positif, neutre et négatif, donc comme une diode PIN, là, carrément, donc PN, semi-conducteur, diode avalanche, comme la réception est en général elle contient plusieurs longueurs d'onde, on aura une réception de large bande sur les détecteurs. Sur les photodétecteurs, on ne sera pas sélectif. Il faudra diviser la lumière de façon optique avec des prismes avant de l'envoyer au détecteur, au photodétecteur. D'accord? Alors, cette diode, on va la coupler à un amplificateur de transimpédance, donc un peu comme un ampli opérationnel, qui va convertir le courant produit en une tension. Évidemment, ça se fait, cet amplificateur de transimpédance, à très haute vitesse. Ça se fait à la vitesse que les bits entrent, d'accord? Alors, ici, c'est une largeur de bande très, très grande. Et donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour détecter les différents signaux lumineux. Alors, on a un exemple ici à droite d'un récepteur, ou vraiment un connecteur LC, et la fibre optique qui entre, et qui est après ça sortie de façon électrique sur les broches de côté. D'accord? Maintenant, on voit de plus en plus, des modules enfichables plutôt que des modules soudés directement, comme ça, comme vous avez un exemple ici, soudés sur une plaquette. On voit de plus en plus des modules enfichables qui s'achètent de différents fabricants, tels quels, et on a deux ports, un port de réception, un port d'émission ici, et on enfiche sur le devant de nos plaquettes de circuits imprimés, nos cartes enfichables dans un châssis. Vous verrez un petit peu plus tard, je vous en montrerai des exemples. On enfiche ces modules, et s'ils deviennent défectueux avec les années, on n'a qu'à enlever et insérer un nouveau, et voilà, en quelques secondes, on est à nouveau en service sur ce lien. D'accord? Et ces modules sont standardisés, le format est standardisé, la tension fournie, les signaux de contrôle, tout ça est standardisé. Donc, on peut aller d'un fabricant à l'autre, ce qui est très commode pour faire la maintenance des systèmes. D'accord? Bon, alors, je vous ai parlé qu'il y a des amplificateurs. Évidemment, on peut toujours convertir le signal optique à un signal électrique et le reconvertir avec un laser à un signal optique. Alors ça, on appelle ça une régénération. D'accord? On régénère le signal optique. Mais il y a moyen d'amplifier le signal optique sans le convertir de façon électrique pour le reconvertir à optique. On utilise un amplificateur de fibre dont la fibre est dopée à l'erbium, ce qu'on appelle EDFA. Vous allez voir ça si vous faites le moindrement de recherche là-dessus. En anglais, on dit EDFA. Alors, essentiellement, on a un ampli qui va avoir un laser, ce qu'on appelle une pompe au laser. Donc, c'est un laser à une longueur d'onde qui n'a rien à voir totalement avec la longueur d'onde qui entre. Mais ce laser a une longueur d'onde qui a à voir avec la fibre
qui est dopée à l'herbium ici, qui est une fibre très spéciale et très dispendieuse. D'accord? Essentiellement, l'énergie qui entre ici va venir exciter les photons dans cette fibre. Ils vont venir produire la même longueur d'onde que celle qui était incidente, mais de façon amplifiée et avec exactement la même forme de signal qui entrait. D'accord? C'est la beauté de l'amplificateur de fibre dopée à l'herbium. Alors, on peut amplifier de 30 décibels, par exemple. Donc, on peut parcourir 120, 150 km sur une fibre, lui donner un petit boost, donc un petit pep d'énergie, et on continue. Alors, c'est un équipement électronique, ça se monte dans un bâti, évidemment, avec un châssis, on doit faire de la maintenance, mais comparativement à la régénération que je vous expliquais plus tôt, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Et pour les câbles sous-marins, c'est beaucoup plus simple aussi. Alors, ça, c'est la partie d'amplification fibre optique. Maintenant, il y a un châssis qui existe, typique. Bon, celui-ci, c'est de Sienna, là, mais les différents fabricants de systèmes à fibre optique ont des façons similaires de construire les équipements, où on aura plusieurs cartes enfichables. Cette carte-ci a environ 30 cm de haut. Et on a différents connecteurs sur les cartes. Ici, on a des connecteurs optiques. On peut avoir des connecteurs électriques, beaucoup de connecteurs électriques. On aura un système d'alimentation de 48 volts ici, donc dans les centraux téléphoniques et tous les centraux de data, de données, on fonctionne beaucoup avec le 48 volts. En fait, je devrais dire le moins 48 volts. C'est des raisons historiques, mais tout ça peut varier, disons, entre 40 et 70 volts à travers le monde. CC et non pas CA. Donc, les équipements sont alimentés en CC, environ 48-50 volts, typiquement, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le cas. Et on aura différentes cartes qu'on pourra afficher, donc des tributaires donc de vitesse plus lente et des cartes de DWDM très puissantes, dont le spectre, dont le laser est syntonisable et qu'on va envoyer après ça sur la fibre optique à très haute distance. Alors, on va multiplexer tous ces signaux qui entrent ici sur ces différentes cartes et on va les combiner sur un seul faisceau de fibre optique. Okay? C'est typique et il y a de la ventilation, bien sûr, d'habitude. Alors, ça, c'est typiquement ce qu'on voit. Il y a des fois des systèmes où les cartes sont montées horizontalement, mais c'est un peu le même principe de toute façon. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros dans les systèmes. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça a l'air, un système de communication typique de lien optique? Alors, on aura plusieurs longueurs d'onde produites par plusieurs lasers, donc plusieurs cartes qui seront, ces longueurs d'onde, combinées ensemble par un coupleur, un découpleur bidirectionnel fait de prismes et de systèmes optiques, de miroirs, pour combiner les différentes longueurs d'onde dans une seule fibre optique. D'accord? On va s'assurer évidemment que les différentes longueurs d'onde il n'y en aura pas deux identiques. D'accord? Et ensuite, on fera une pré-torsion, une précompensation de la dispersion. On la fera donc avant d'amplifier. Au départ, on aura une amplification avec un ampli EDFA, donc dopé à l'herbium. On aura un long parcours de fibre optique qu'on pourra ensuite amplifier avec soit un ampli EDFA à l'herbium ou un ampli qu'on appelle Raman, qui est encore plus puissant qu'un ampli à EDFA. On pourra avoir beaucoup de fibres optiques, des centaines de kilomètres à nouveau. On pourra avoir un équipement électronique qui pourra peut-être nous extraire certaines de ces longueurs d'onde, extraire le data et l'envoyer à certains clients, par exemple. On pourra en insérer aussi du data. Alors, ce sera un multiplexeur d'insertion et d'extraction. D'accord? Un équipement similaire à ce qu'il y aurait aux deux extrémités. On aura encore de la fibre optique, d'autres amplis, de la compensation maintenant de dispersion à nouveau, des prismes, de l'équipement optique de division des différentes longueurs d'onde pour enfin terminer dans nos différents équipements avec des longueurs d'onde séparées qu'on pourra détecter séparément maintenant les données dans ces différentes fibres optiques. On parle de liens de 1000, 1500, mais peut-être même jusqu'à 2000 km et même plus. Pensez aux liens sous, par exemple, l'océan Atlantique. On parle de liens de quoi? De 3000, 4000 km facilement. Alors,
sans refaire surface. Bien sûr, il y a de l'équipement électronique, mais c'est quand même bien de l'équipement, des bits qui sont insérés à un bout et extraits à l'autre. D'accord? C'est un système complet. Alors, dans les différents réseaux de fibre optique, on verra qu'il y a différentes topologies, un peu comme le réseau de données qu'on voit facilement Ethernet. Il y a des réseaux un peu maillés, irréguliers, là, où on connecte différents points ensemble. On aura des réseaux un peu comme un arbre qui vont se combiner vers un point central. On aura des réseaux qui partiront en étoiles dans les différents quartiers d'une ville, par exemple, pour desservir les abonnés résidentiels. On pourra avoir un bus où on extrait et on insère des signaux. On aura des connexions complètes entre les différents nœuds. On pourra avoir un anneau aussi, où on insérera et on extraira différents signaux et les signaux se parcourront un anneau. Alors, ce genre de configuration-là, on va les voir facilement dans un réseau métropolitain, qui est une des deux classes de réseaux facilement connues, là, où un réseau métropolitain, ce n'est pas juste quelques kilomètres, ça peut représenter 100, 150, 200 kilomètres facilement. On aura des abonnés résidentiels, par exemple, ou des abonnés d'entreprise qui se connecteront sur de la fibre optique, qui aura l'apparence d'anneaux, bien sûr, où on aura des fibres qui se connectent en anneaux, et s'il y a coupure de fibres, par exemple, bien, les données vont se rediriger dans l'autre direction pour aller chercher le point final, plutôt que de prendre le chemin le plus court, on va prendre le chemin le plus long. On va donc se donner une diversité de liens, d'accord, au cas où il y aurait coupure. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense. Des excavatrices qui coupent des câbles, ça arrive assez souvent, malheureusement. Alors voilà, on pourra avoir des centres de données qui embarqueront sur la fibre et qui iront desservir les différents clients d'entreprises ou d'abonnés. On pourra avoir différents types de configurations. Ici, par exemple, un réseau maillé où on aura des serveurs très sophistiqués, commutation, archivage et ainsi de suite, multiplexage. Et on finira, tôt ou tard, par embarquer sur notre lien d'infrastructure, le lien grande distance qui nous permet de parcourir des centaines, sinon des milliers de kilomètres, des liens interurbains, par exemple, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et ainsi de suite. D'accord? Ou vraiment, là, la plus haute technologie de fibre optique sera utilisée. Et on essaiera de mettre le plus de longueur d'onde possible sur la fibre, puisque les grandes distances coûtent bien sûr très cher. Et là, on tombera dans notre long parcours, qui est vraiment le réseau de colonne vertébrale. D'accord? Le long parcours. Et là, on parle de plusieurs centaines de kilomètres. On a un exemple ici de plus de 1000 kilomètres. Et vous remarquerez peut-être la forme des États-Unis en regardant cette carte. Alors, c'est un exemple où de la Floride, on ira au milieu. On ira au centre des États-Unis, on ira dans le Midwest, Chicago par exemple. Ici, on ira jusqu'à New York ou Boston et on ira jusqu'à Sacramento en Californie. On fera la Californie dans le sud et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est les points de longue distance et ces points-là, ils coûtent très cher. D'accord? Alors, pour terminer maintenant, je peux vous montrer cette carte des câbles de fibre optique sous-marins à travers le monde. Cette carte date de 2014, je crois. Et je vais m'approcher pour que vous puissiez voir un peu plus. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de fibres optiques à travers le monde. Et quand on dit « Ah, je crois que j'ai passé cette conversation téléphonique outre-mer par satellite », il y a des fortes chances que votre conversation est passée par un câble sous-marin. Alors, regardons de plus proche de quoi il s'agit. On a ici un exemple, par exemple, entre l'Amérique du Nord et l'Europe, où on voit beaucoup de faisceaux de fibre optique qui partent de Boston et de New York et qui se rendent jusqu'au Royaume-Uni pour ensuite, bien sûr, aller par la suite en France, en Espagne et dans les autres pays d'Europe. Bien sûr, on a beaucoup de liens puisque c'est un chemin privilégié. Il y a des fibres qui partent du Canada, entre autres de la Nouvelle-Écosse aussi, et qui se rendent bien sûr au Royaume-Uni. Et il y en a même qui se rendent en Norvège.
On a évidemment des fibres, beaucoup dans les Antilles. On a des fibres ici, remarquez bien, qui parcourent la mer plutôt que de parcourir la terre. Je présume qu'à cause des forêts de l'Amazonie, il était moins coûteux de passer des fibres par la mer que de le faire à travers la forêt. Donc, on a un bon exemple ici, et on en a d'autres, des pays qui se réunissent par la mer plutôt que par la terre. Il ne faut pas toujours croire que la terre, ça revient moins cher. Un autre exemple intéressant, évidemment, on a des fibres du côté du Pacifique, et on a des fibres qui réunissent, par exemple, les États-Unis et l'Alaska. C'est évidemment un point privilégié, l'Alaska étant comme un État américain. D'accord? On aura beaucoup de fibres qui réunissent les différents pays africains par la mer. On a énormément de fibres qui passent par les différents canaux, les golfes de l'Europe de l'Est et de l'Asie, du Moyen-Orient. L'Asie, il y en a beaucoup. Regardez les différents pays d'Asie. C'est plein de fibres. Japon, Chine et l'Inde. Il y a beaucoup de pays. Évidemment, on voit les fibres aussi qui quittent pour l'océan Pacifique, aller rejoindre l'Amérique du Nord. Il y aura évidemment des fibres en Australie. Alors, des fibres, rappelez-vous, chacune de ces lignes représente un câble qui, lui, contient des dizaines de fibres optiques. Donc, en termes de bande passante, il y en a énormément de disponibles. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce court survol. Court, c'est vite dit, plus de 50 minutes, mais c'était le minimum que je pouvais faire et c'est peut-être le maximum que je devais faire si je ne voulais pas tomber dans des détails qui nous auraient fait diverger beaucoup trop d'un survol. D'accord? Alors, j'espère que vous avez trouvé le niveau juste bien. J'espère que vous avez apprécié. Et comme toujours, vous pouvez voter un pouce vers le haut, un pouce vers le bas pour me donner votre impression. J'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, c'est un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup puisque c'est habituellement les grandes entreprises qui ont des réseaux d'infrastructures. Ce sont des réseaux qu'on ne voit pas autour de nous. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça complémente bien ce que vous saviez. Et donc, je vous dis à la prochaine!